Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1. Bienvenue dans ce 13h, voici les titres. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le président de la République du Ghana, sera dans quelques minutes seulement ici à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures. Vous connaîtrez les enjeux de cette première visite du président ghanéen en Côte d'Ivoire. Ce vendredi, c'est la journée mondiale des sages-femmes qui sont l'objet de critiques de toutes sortes, accusées de tout par les patientes ou leurs parents. Que leur reproche-t-on exactement? Qu'ont-elles décidé pour mettre fin à ce qu'elles appellent préjugés? Vous le saurez dans une quinzaine de minutes. L'opération Barkhane s'étend désormais du centre du Mali jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso. Dernière opération, l'opération Bayard, a permis de localiser et de détruire de nuit un campement djihadiste dans une région boisée à la frontière malienne. À l'invitation du président Alassane Ouattara, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, accompagné d'une importante délégation composée d'officiels, effectue dès ce vendredi, dans quelques minutes seulement, une visite de travail et d'amitié de 72 heures en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux de cette première visite du président ghanéen en Côte d'Ivoire? Vous le saurez avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Nana Dankwa Akufo-Addo à Abidjan pour la première fois depuis son accession à la magistrature suprême en janvier dernier. Ce sera la deuxième visite officielle d'un chef d'État ghanéen en Côte d'Ivoire en moins d'un an. Preuve de la vitalité des relations fraternelles et historiques existant entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Si elle se situe dans le cadre d'une tournée ouest-africaine, cette visite du nouveau chef d'État ghanéen tombe à point nommé dans un contexte de volatilité des cours mondiaux du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premier et deuxième producteur mondial de cacao, ce qui équivaut à 60% de l'offre mondiale. C'est dire l'impact significatif de la chute de 30% des prix sur les économies de ces deux pays. Ces dernières semaines, des deux côtés de la frontière, les responsables de la filière ont multiplié les rencontres. Objectif, élaborer une stratégie commune pour parler d'une seule voix, évitant ainsi de subir la loi du marché mondial. Autre enjeu tout aussi important de cette visite, le litige frontalier maritime opposant les deux pays devant le tribunal international du droit de la mer. Le verdict du procès, tenu en février dernier à Hambourg, en Allemagne, sera connu au mois de septembre 2017. Toutefois, ce différend n'occulte pas la nécessité et la volonté d'intensifier les échanges commerciaux, chiffrés à environ 287 milliards de francs en 2015. Dans cette optique, les deux parties avaient signé en 2016 une convention cadre pour la réhabilitation du pont frontalier reliant Noé à Elibou, ainsi que l'aménagement de la voie d'accès à Noé. Enfin, il sera évoqué la question du retour des réfugiés ivoiriens vivant au Ghana. De 9 000 en 2011, leur nombre est passé à 6 489 à ce jour, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays voisins, deux pays amis. Plus d'1 million de Ghanéens vivent ici en Côte d'Ivoire. Ils préparent depuis plusieurs jours l'arrivée du président Nana Akufo-Addo à Abidjan. Comment se passe la mobilisation? Notre reporter Ami Sissoko a vécu hier l'ambiance au sein de la communauté ghanéenne à la veille de cette visite. Son reportage. Première visite officielle du président ghanéen. Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire, la communauté ghanéenne vivant à Abidjan à pied d'œuvre dans la commune de Trècheville. Des instructions sont données au chef de section pour une mobilisation réussie. Le chargé d'organisation de la communauté ghanéenne fait aussi du porte-à-porte. Toutes les communautés, Trècheville, Koumassi, Abobo, Vridi, Ako, Vridi, Cocotier, Bassam, Adjamé, Yopougon, ils sont tous prêts pour accueillir le président Nana Akufo-Addo. On a mis le cas à la disposition des sections. Pour la communauté ghanéenne, ce vendredi, une seule activité au programme. On ne travaille pas, on va aller accueillir notre président. Lui qui est notre tête dans tout. S'il vient nous voir, comment nous on va refuser pour lui à rencontrer? Parce qu'à cause de nous et de notre pays Côte d'Ivoire, il vient. C'est pas petit à faire des non-grands présidents à livre. Il a dit, ça chauffer des hommes-femmes. Si on la recevoir, maintenant après, on va venir ouvrir salon. Ce sont plus d'1 million de Ghanéens qui vivent en Côte d'Ivoire.
Ils entendent tout mettre en œuvre pour faire de cette visite officielle une fête belle et mémorable. En attendant cette visite de son homologue ghanéen, le président Alassane Ouattara a reçu hier les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Ils sont accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de leurs excellences Larriéa Frédéric Daniel de la République du Ghana, Roberto Rodriguez Peña de la République de Cuba, Andrew Barnes de la République d'Australie et Margita Fujova de la République tchèque. Viviane Aïma. Changement à la tête de l'exécutif ghanéen oblige. Son Excellence Larriéa Frédéric Daniel est le nouvel ambassadeur nommé par le président Nana Akufo-Addo pour représenter le Ghana en Côte d'Ivoire. Il a pris officiellement fonction ce jeudi 4 mai par l'acte protocolaire qu'est la remise de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays frontaliers et liés par l'histoire, son Excellence Larriéa Frédéric Daniel entend poursuivre dans la lignée de ses prédécesseurs, à savoir œuvrer au resserrement de l'amitié entre les deux pays. Ce sont des pays frères, divisés, disons, par les méfaits du colonialisme, n'est-ce pas? C'est un pays lié par la géographie et les affinités culturelles, etc. Oui, et c'est pour resserrer ces amitiés qui sont déjà excellentes. La République de Cuba, la République d'Australie, la République tchèque, 3 pays qui n'ont pas encore ouvert de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, mais qui nomment des ambassadeurs auprès de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que son Excellence Roberto Rodriguez Peña est le nouvel ambassadeur de la République de Cuba auprès de la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée-Conakry. Il s'est déclaré honoré d'occuper cette importante charge, car la Côte d'Ivoire, a-t-il souligné, est un grand pays. Cuba, a-t-il ajouté, a une dette de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, dette qu'elle entend honorer. Nous reprendrons le cours normal de ce journal dans quelques minutes seulement. D'ici là, nous nous rendons à présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, où vient d'atterrir le président Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Le président ghanéen. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs du RTI 1. Nous apercevons l'avion du président de la République du Ghana qui vient d'atterrir ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le président de la République du Ghana, je le rappelle, a été élu le 7 décembre 2016. Il effectue une visite de travail d'amitié du 5 au 7 mai 2017 ici en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Nana Dankwa Akufo-Addo va être accueilli dans quelques instants par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara qui est d'ailleurs arrivé tout à l'heure à l'aéroport. Il était en train de saluer les membres du gouvernement. 11 mois après la visite officielle de son prédécesseur John Dramani Mahama du 1er au 2 juin 2016, un autre président ghanéen arrive en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le président Alassane Ouattara était l'invité d'honneur du président Nana Akufo-Addo à Accra le 7 janvier dernier, lors de l'investiture du président nouvellement élu. Avec moi, un consultant, Ndri Eric Camille, sous-directeur Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir, M. Ndri. Bonsoir, monsieur. En moins d'un an, un autre président ghanéen arrive à Abidjan dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Après la visite officielle du président John Dramani Mahama le 1er juin 2016, y a-t-il des raisons particulières à ces rencontres régulières? Je voudrais avant tout vous adresser au nom du ministre des Affaires étrangères nos remerciements pour nous avoir invités à cet important événement. Pour répondre à votre question, je dirais que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays frères, les relations ont toujours été excellentes.
Et donc, depuis l'année dernière, effectivement, il y a eu 3 événements importants que vous venez de rappeler. D'abord, la visite du président Mahama en juin 2016. Ensuite, le président Alassane Ouattara qui a été l'invité d'honneur lors de l'investiture du président Nana Addo. Et maintenant, la visite du président Nana Addo, seulement 4 mois après son investiture. Ces différents faits-là sont la marque de l'excellence des relations qui unissent nos 2 pays. Et c'est la manifestation éclatante de cette relation qui nous lie depuis plusieurs décennies. Voilà, j'ai aperçu tout à l'heure Alvor Assaki avec le ministre, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana. Alvor, rapidement. Bonjour Victorien, vous l'avez dit à l'instant, nous sommes en direct de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour cette visite officielle et visite d'amitié du président ghanéen. J'ai avec moi son excellence, l'ambassadeur Ewi Bernard Goutou, ambassadeur extraordinaire de la Côte d'Ivoire près la République du Ghana, la République togolaise également, le Bénin. Alors comment se portent les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana? Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sont excellentes. Et nos présidents travaillent chaque jour à les renforcer. Et la visite que nous rend le président ghanéen ce jour participe de cette volonté de renforcer les relations qui sont excellentes. Tout nous lie, l'histoire, la géographie, la culture, et nos chefs d'État travaillent à renforcer ces relations. Excellence, très rapidement, la situation économique entre les 2 pays. Oui. C'est que le cacao, c'est la culture principale. Oui, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les 2 principaux producteurs mondiaux de cacao. Nos 2 pays totalisent plus de 60%, autour de 61%. Vu la situation actuelle, la baisse des cours mondiaux, nos 2 présidents travaillent à renforcer la coopération sur ce point précis et aller vers la création d'une structure qui nous permette de maîtriser le marché puisque nous sommes les principaux producteurs. Nous suivons ce dossier. Très bien. Alors Victorien, une dernière préoccupation entre, Excellence s'il vous plaît, Excellence rapidement, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, il y a une barrière linguistique, l'anglais et le français. Alors est-ce qu'il est facile pour un Ivoirien de se rendre au Ghana, vice-versa, rapidement? Les choses sont en train de s'améliorer. Chaque jour davantage, les efforts sont faits de chaque côté pour que cette barrière linguistique soit supprimée pour permettre l'intégration en favorisant les échanges. Et permettre aux 2 pays, au peuple. Merci beaucoup, Excellence. Merci voilà, beaucoup. Nous apercevons le président Nana Akufo-Addo qui fait l'accolade au président de la République ivoirienne. Monsieur Ndri, le président ghanéen effectue-t-il cette visite au bord de la lagune de Guinée pour aussi exprimer sa gratitude à son homologue ivoirien, je pense? Bien évidemment. Cela participe même de nos traditions africaines. Il a fait l'honneur à notre président d'être présent à Accra en tant qu'invité spécial pour la cérémonie d'investiture. Le président a tout de suite accepté. Il s'est rendu à Accra où il a délivré un message très important. Et donc, dans la pure tradition africaine, le président Nana Addo vient à son tour dire merci et profiter de l'occasion pour exalter l'excellence des relations entre nos 2 pays. Voilà, et maintenant le président de la République qui permet à son homologue ghanéen de saluer le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Il va tout à l'heure passer en revue les autorités ivoiriennes. Je rappelle que Nana Akufo-Addo vient comme ça du Burkina Faso. Le président ghanéen a effectué sa première visite officielle depuis sa prise de fonction au début janvier au Togo avant de venir à Abidjan. Nana Akufo-Addo était arrivé par voie terrestre à Lomé le 2 mai 2017 en fin d'après-midi. Il a été accueilli au poste frontière d'Aflao par le président togolais Faure Gnassingbé. Les 2 hommes se sont immédiatement rendus à l'ancienne présidence située à quelques centaines de mètres pour un premier entretien auquel a préparé le leader historique de l'opposition, Gilles Olympio. À la tête d'une importante délégation gouvernementale, Nana Akufo-Addo a eu plusieurs rencontres avec Faure Gnassingbé et des membres de son gouvernement. Alors, une rencontre entre le leader de l'opposition, Gilles Olympio, le président Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo. L'on peut imaginer que le président ghanéen joue là la carte du rapprochement entre les 2 personnalités togolaises. Bien sûr. Je voudrais juste dire que c'est un exercice auquel le président Nana Addo est habitué. N'oublions pas qu'il a occupé des hautes fonctions. Absolument. Il a été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans.
Alors, fini les honneurs civils et militaires. Les deux présidents vont s'installer dans quelques instants au salon du pavillon d'honneur présidentiel. Oui, monsieur Ndri, vous étiez en train de dire que le président Ado, effectivement, avait occupé de hautes fonctions. Et donc, il a... si vous vous souvenez, en 2003, au moment où le Ghana présidait la CEDEAO, il occupait les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Et à ce titre-là, il a présidé le Conseil de sécurité et de médiation de la CEDEAO. Il s'est personnellement impliqué dans la résolution de plusieurs crises, notamment celle du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau. Donc c'est quelqu'un qui a rompu la tâche. Et donc il n'est pas étonnant que, profitant de sa visite au Togo, qu'il puisse essayer de rencontrer à la fois les dirigeants qui sont au pouvoir et également les membres influents de l'opposition. Donc c'est un exercice auquel il est habitué, je le répète encore une fois. Et comme avec le Togo, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Ghana se renforcent en dépit des changements de régime de part et d'autre. Les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo sont des amis de longue date. Ado et Ado, voilà, le deuxième c'est avec 2D, ouais, exactement. Entendent donc matérialiser cette amitié par le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. La présence du numéro 1 ghanéen en terre ivoirienne sur invitation du président ivoirien ne sera pas de tout repos. Il y a au menu un entretien des chefs d'État élargi aux délégations, un tête-à-tête entre les deux présidents suivi d'une déclaration de presse conjointe. Et là, ce sont les honneurs avec les grands commandements de l'armée ivoirienne, notamment le chef d'état-major général Touré Sékou, le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo visitera donc le cycle combiné de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel, où l'accueillera le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le chef de l'État ghanéen sera accompagné à cette occasion du ministre Adama Toungara. Une visite de la compagnie ivoirienne de production d'électricité se justifie parce que le président ghanéen Nana Akufo-Addo a lancé le jeudi 27 avril 2017 les travaux de construction de la centrale thermique et de la centrale électrique plutôt de Tema, la plus grande au monde à être alimentée en GPL. Voilà, passage en revue des membres du gouvernement ivoirien. Si vous permettez. Oui, allez-y. Oui, puisque vous parlez de l'énergie, je voudrais juste ajouter que, si vous vous souvenez, en 2012, lors de la 9e session de la commission mixte Côte d'Ivoire-Ghana, parmi les domaines identifiés, figuraient en bonne place les questions concernant l'énergie. Et à cette occasion, les deux pays avaient décidé de partager leur expérience et expertise en vue de la régulation de l'utilisation du gaz, par exemple, comme source d'énergie, et d'intensifier la coopération pour la construction notamment d'un gazoduc entre les deux États. Donc, choisir le site de la Cyprel parmi les sites à visiter pendant ce séjour-là entre justement dans le cadre de cette décision qui avait déjà été prise depuis 2012. Voilà, pendant que vous y étiez, d'abord, il avait marqué une halte devant le ministre Adama Toungara, avec qui il va visiter justement la compagnie ivoirienne de production d'électricité. Et je le disais, donc la centrale thermique de Tema, la plus grande au monde, à être alimentée en GPL d'une puissance en termes de 400 MW. La production d'électricité démarrera en 2018, ce qui représente près de 17% de la capacité de production fiable du Ghana. Le projet a nécessité un investissement d'$1 milliard, fruit d'un partenariat entre le gouvernement ghanéen et des opérateurs privés. Le site de la centrale Bridge Power est à proximité de la raffinerie pétrolière de la ville portuaire de Tema, à 25 km à l'est de la capitale Accra, la plus importante zone industrielle du pays qui accueille déjà un des plus importants ports de la sous-région. Les deux présidents se dirigent donc vers au salon du pavillon d'honneur. Le projet Bridge Power se traduira par la construction d'une centrale électrique qui tournera au mix énergétique composé de gaz et de diesel. Les implications de ce projet, c'est que le Ghana va passer au gaz naturel une fois le projet disponible. Et le Ghana entend tirer profit du gaz naturel en tant que source d'énergie
et le place à long terme au cœur du fonctionnement du secteur. Le Ghana vise l'indépendance énergétique avec la production de gaz naturel et veut se positionner en acteur majeur dans l'exportation d'électricité dans la sous-région. Le pays vend déjà de l'électricité à plusieurs pays voisins. Et voilà, il est déjà au salon du pavillon d'honneur en train de saluer les membres du corps diplomatique. Alors, le Ghana vend déjà de l'électricité à plusieurs pays voisins, même s'il fait lui aussi, et depuis quelques années, face à un déficit chronique d'énergie. Depuis quelques années, la réforme du secteur de l'énergie est devenue une des priorités urgentes des autorités. Et dès sa prise de fonction, en fin 2016, le président Nana Akufo-Addo a annoncé un vaste programme de construction d'infrastructures énergétiques. Alors, dans l'après-midi de samedi, Nana Akufo-Addo rencontrera la communauté ghanéenne au Palais de la Culture. Le président de la République du Ghana aura en plus des rencontres privées avant de s'envoler pour le Ghana le dimanche 7 mai 2017. Nana Akufo-Addo est le nouveau président de la République du Ghana. Et qu'est-ce qu'il peut bien dire à ses compatriotes, surtout après une présidentielle qui n'a pas fait que d'heureux? Je veux parler des partisans de son adversaire, le président sortant John Dramani. Je pense que le président Nana Addo, se trouvant en Côte d'Ivoire, où se trouve une forte communauté ghanéenne, on a parlé tout à l'heure d'environ 1 million. Mais la première chose qu'il, selon moi, on va faire, c'est d'abord de saluer ses compatriotes, de leur transmettre les salutations de leurs compatriotes restés au pays. Et surtout, il va certainement profiter de l'occasion pour annoncer les grands chantiers qu'il compte mettre en œuvre et faire appel également à la cohésion de ses concitoyens. Il va également profiter pour leur donner des conseils, certainement, par rapport à leur comportement dans le pays d'accueil, à observer les lois, comme ils le font déjà si bien. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour lui de lancer des messages appelant à l'union, au travail et à la cohésion, comme le ferait tout chef d'État qui se rend dans un pays étranger. Alors, les deux chefs d'État viennent de s'introduire dans le salon d'honneur. En attendant leur sortie pour prendre le bain de foule, je rappelle que la Côte d'Ivoire et le Ghana partagent une frontière d'environ 700 km, respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux de cacao. Les deux pays ont conclu un accord en vue de bénéficier d'une meilleure commercialisation de leur production au profit de leur économie respective en raison de la volatilité du cours mondial. Le cacao contribue à environ 15% du PIB ivoirien et à hauteur de 7% à celui du Ghana selon la Banque mondiale. Au Ghana, la baisse de 30% des cours mondiaux du cacao a entraîné une perte de près d'$1 milliard de recettes d'exportation. Le numéro 1 du Conseil ghanéen du cacao, Cocobod Joseph Addo, a fait l'annonce lors d'une conférence de presse en marge de la rencontre de l'Organisation internationale du cacao, ICCO à Abidjan. Ce manque à gagner du Ghana est caractéristique du malaise financier que rencontrent actuellement les poids lourds de la production de la fève comme la Côte d'Ivoire. Alors que les prix du cacao ne cessent de baisser en raison d'un excès de l'offre, Abidjan, qui assure 40% de l'approvisionnement mondial, a d'ores et déjà indiqué qu'elle réduirait de 41% le prix garanti aux producteurs, ce qui est fait, et ses dépenses publiques de 10% durant l'exercice budgétaire 2017. Ce qui n'est pas le cas d'Accra qui entend maintenir le prix fixé lors du démarrage de la campagne en octobre 2016. Parce que les autorités ghanéennes ne veulent pas fragiliser le président nouvellement élu et prisonnier de ses promesses électorales. Or, les observateurs estiment qu'en maintenant les prix élevés, le Ghana encouragerait la contrebande de la fève ivoirienne vers son territoire. Alors, M. Ndri, face à la gestion du dossier cacao, les deux pays adoptent des attitudes divergentes. L'idée d'un même système de production et de fixation des prix développé dans les discours fait face à la réalité du terrain. Y a-t-il dans les accords de coopération économique une possibilité de régler ce type de questions? Je vous remercie. Bien évidemment, il y a toujours une fenêtre qui est ouverte pour régler ce genre de problème. D'abord, les chefs d'État qui se rencontrent en tête à tête, ils abordent toutes les questions concernant la vie de leur nation. Donc, il n'y a aucun sujet tabou. Ensuite, à d'autres niveaux également, nous avons les commissions mixtes qui se réunissent, nous avons les commissions techniques
Et je ne partage pas tellement la crainte que vous énoncez tout à l'heure, parce que justement, si vous vous souvenez, depuis 2012, il y a un rapprochement au niveau, non seulement au niveau des hommes politiques, mais également au niveau des structures techniques, pour qu'ensemble on puisse trouver des stratégies communes en vue de promouvoir une économie cacaoyère compétitive et durable dans les deux pays. Et donc l'accord qui vient d'être signé justement le 13 janvier entre dans cette perspective-là. C'est vrai, l'accord vient juste d'être signé, donc c'est normal qu'il y ait des spéculations ici et là, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les deux pays aient décidé désormais de s'unir par rapport au cacao et par rapport aussi à d'autres produits. Et donc c'est une nouvelle vision des choses. Et comme on dit toujours, l'union fait la force. Alors deux pays qui à eux seuls constituent plus de 60% de la production cacao, s'y mettent ensemble, ça ne peut que porter des fruits. C'est vrai qu'il peut y avoir au début quelques balbutiements, quelques interprétations, mais ça va être très, très, très vite corrigé. Et moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis très confiant. Vous l'avez dit, 60% de la production mondiale pour des productions respectives de 1 800 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire et 889 000 tonnes pour le Ghana lors de la dernière campagne. Selon le fournisseur de solutions de gestion des risques Moody's Corporation, le cacao représente 15% du PIB et 43% des exportations ivoiriennes. Au Ghana, la fève représente 24% des exportations selon les chiffres de 2015. L'analyse des conséquences du rapport sur la baisse des prix du cacao publié par Moody's Corporation le mardi 4 avril 2017 dit que les principaux producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ont vu leur économie subir un coup dur après la dite baisse inattendue. Alors que les deux pays peinent à se concerter du fait des enjeux politiques et économiques à court terme, l'Organisation internationale du cacao vient de s'établir officiellement à Abidjan après 44 ans de présence à Londres. Ce fait à saluer peut-il provoquer le déclic? C'est vrai, vous dites qu'il y a l'approche, mais la présence de l'ICCO en Côte d'Ivoire peut-elle provoquer le déclic? C'est vraiment un espoir que nous avons. Vous savez que ces mécanismes-là sont assez complexes parce que les prix sont fixés dans les bourses que vous savez. Mais le fait que l'ICCO soit délocalisé, c'est un juste retour des choses. Parce que, comme vous le savez, nous sommes le premier producteur. La plupart des producteurs du cacao se situent dans l'hémisphère sud et principalement en Afrique. Donc cette organisation s'installant sur les bords de la lagune Ébrié, ce n'est que justice. Alors cette délocalisation, moi je la vois plutôt comme un facteur de rapprochement entre cette organisation-là et les centres de production. Et certainement qu'à la longue, il y aura un impact sur le système en lui-même. Mais il est trop tôt pour se prononcer là-dessus. Un différend frontalier oppose les deux pays à propos de la vaste région pétrolière du golfe de Guinée. L'affaire est pendante devant le tribunal international du droit maritime d'Hambourg, saisi du dossier. Au sorti d'une audience le 23 février à Abidjan, le ministre ghanéen des Affaires étrangères de l'intégration régionale a dit sa conviction que ce problème sera résolu. Je rappelle que les parties ivoiriennes et ghanéennes ont même été reçues devant le tribunal. On était représentés par le ministre Adama Toungara. À quand la décision de justice pour trancher définitivement cette affaire qui n'a d'ailleurs pas affecté les relations entre les deux pays? Le verdict est prévu pour le mois de septembre à Hambourg. Et ce qui est important, il y a deux choses à signaler. Ce qui est important, c'est que les deux États, les deux chefs d'État, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara ainsi que le président Nana Addo, ont d'ores et déjà signifié qu'ils s'aligneraient sur la décision du tribunal, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est déjà très positif. Les deux chefs d'État l'ont dit de façon très claire. Donc, c'est la première chose que je voulais faire remarquer. La deuxième chose, c'est que ce problème dont vous parlez n'altère en rien les bonnes relations entre nos deux pays. Tout à l'heure, nous avons fait remarquer qu'en l'espace d'un an, 3 événements importants se sont déjà déroulés, c'est-à-dire la visite du président Mahama,
le déplacement à Accra du président Alassane Ouattara en tant qu'invité d'honneur à l'investiture et aujourd'hui la visite que nous rend le président Nana Addo. Cela veut dire que les rapports entre les deux pays sont excellents et chaque fois que l'occasion est donnée aux chefs d'État de ces deux pays de se rencontrer, ils en profitent pour aborder toutes les questions qui concernent les relations entre nos deux pays, la coopération entre nos deux pays. Donc cette question va trouver son dénouement en septembre, je le répète, et quelle que soit la décision qui sera prise, elle n'altérera en rien les bonnes relations qui existent déjà entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Justement, vous l'avez démontré suffisamment et moi je pense qu'il faut saluer l'attitude des deux chefs d'État des deux pays parce que là où il y a le pétrole, en général, il y a des bruits de bottes. On a vu dans certains pays où ça a été des mouvements de militaires alors qu'en Côte d'Ivoire, avec les relations traditionnelles, historiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, rien de tout cela n'a été. Vraiment, il faut les saluer. Voilà, les deux chefs d'État sont sortis du salon d'honneur. Ils vont tout à l'heure prendre le bain de foule. Le dossier des exilés ivoiriens au Ghana sera-t-il à l'ordre du jour? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sujet tabou entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La question des réfugiés, ce qu'il faut retenir, c'est que le retour des réfugiés est un retour volontaire. Donc, pour l'État, ce qui est important, c'est de créer les conditions favorables à ce retour-là. Et donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a une mission qui a été conduite par Madame la ministre de la Solidarité, qui a pu, à cette occasion-là, rencontrer nos compatriotes qui vivent là-bas. Et donc, les efforts continuent. Et c'est certain que les présidents, dans leur rencontre au cours de ce séjour-là, aborderont cette question. Nous avons bon espoir que les choses évolueront dans le bon sens. Justement, comme vous l'avez dit, le président Alassane Ouattara et son gouvernement multiplient les initiatives afin que les exilés rentrent au Bercail. Et même si on continue de noter quelques réticences, alors peut-on s'attendre à une intervention diplomatique même du président ghanéen pour apporter un coup d'accélérateur à ce dossier? Je ne saurais Lui il intervient souvent dans le cas des réconciliations. Est-ce qu'il pourrait quand même intervenir? Je ne saurais présager de ce qu'il va faire, absolument. Mais ce que je peux dire, c'est que le connaissant, parce que pour la petite anecdote, je le connais un peu personnellement, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec lui quand il était ministre des Affaires étrangères. Et donc, c'est quelqu'un qui a le commerce agréable, qui s'exprime très bien en français. Oui, c'est le francophile même. Donc, parce qu'il a travaillé dans un cabinet français. Et c'est un diplomate aussi, comme je le soulignais tout à l'heure. Donc, certainement qu'il va user de ses bons offices pour essayer d'améliorer la situation à ce niveau-là. Voilà, les deux chefs d'État vont être tout à l'heure à bord du command car et quitter l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour ses quartiers au niveau du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Nana Akufo-Addo, 72 ans, est le président de la République du Ghana après avoir remporté le scrutin avec près de 53% des voix. Mais qui est cet homme réputé tenace et discret, avocat de formation? Le nouveau président ghanéen fait partie de l'establishment politique du pays puisqu'il est le fils d'Edouard Akufo-Addo, l'un des pères de l'indépendance, qui fut également un éphémère président de la République d'août 1970 à janvier 1972 avant d'être renversé par un coup d'État. Nana Akufo-Addo est juriste et a étudié en Grande-Bretagne. Il passe par les bancs du Lancing College dans le Sussex avant de rejoindre Oxford puis de passer le barreau britannique au milieu des années 70. Doté d'un accent britannique, au relent typiquement aristocratique que certains de ses détracteurs l'accusent de cultiver volontairement, Nana Akufo-Addo est également francophile du fait d'un passage par l'Hexagone de près de 5 ans de 1970 à 1975 au service du cabinet Couder Brothers, dissous depuis. En 1976, le nouveau président du Ghana revient à Accra où il travaille pendant 4 ans comme avocat au sein du cabinet UV Campbell avant de voler de ses propres ailes en fondant en 1979 sa propre enseigne Akufo-Addo Primpin & Compagnie. Au fil des ans, son cabinet devient l'un des plus influents et florissants du Ghana, accueillant en son sein plusieurs générations d'avocats de premier plan.
La décennie des années 80 sera celle de l'entrée en politique de Nana Akufo-Addo. Il s'impose peu à peu comme l'une des figures emblématiques de la contestation du pouvoir militaire et du retour au pluralisme et à la démocratie. Monsieur Ndri, nous sommes au terme de ce reportage. Je voudrais, si vous permettez, rapidement, juste une petite seconde, dire que le président Nana Addo a contribué énormément aux efforts faits par la communauté internationale pour que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité. Donc en novembre 2003 et janvier 2004, il a dirigé des délégations ministérielles de la CEDEAO qui se sont rendues dans certaines capitales occidentales et aux Nations Unies pour plaider en faveur de l'augmentation de l'effectif de la MINUSTI et sa transformation en force des Nations Unies, en force de paix des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais vraiment souligner cela. Très important, vous avez bien fait de souligner. En tout cas, merci M. Ndri. Eric Camille, je rappelle que vous êtes le sous-directeur Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères. Nos remerciements aux téléspectateurs de RTI 1 d'ici et de l'étranger. Salutations aux équipes techniques de la diffusion de production de l'information dirigées respectivement par les directeurs d'Ala Diabaté Koulibaly et Doukoune ici, le supervision Abiba Dambele Saoué, directeur des reportages institutionnels et directeur de l'information par intérim. À la réalisation El Keita Bouaka Sidiki Victoria Agua. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouépo RTI 1. Bonne suite de programme. Merci Victorien Angwa. Voilà, vous suiviez donc en direct l'arrivée du président de la République du Ghana en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, je vous le disais, a reçu hier les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Ils sont accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de leurs excellences l'Ariea Frédéric Daniel de la République du Ghana, Roberto Rodriguez Peña de la République de Cuba, Andrew Barnes de la République d'Australie et Margita Futchova de la République tchèque. Viviane Haïm. Changement à la tête de l'exécutif ghanéen oblige. Son Excellence l'Ariea Frédéric Daniel est le nouvel ambassadeur nommé par le président Nana Akufo-Addo pour représenter le Ghana en Côte d'Ivoire. Il a pris officiellement fonction ce jeudi 4 mai par l'acte protocolaire qu'est la remise de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays frontaliers et liés par l'histoire, son Excellence l'Ariea Frédéric Daniel entend poursuivre dans la lignée de ses prédécesseurs, à savoir œuvrer au resserrement de l'amitié entre les deux pays. Ce sont des pays frères, divisés, disons, par les méfaits du colonialisme, n'est-ce pas? C'est un pays lié par la géographie et les affinités culturelles, etc. Oui, et c'est pour resserrer ces amitiés qui sont déjà excellentes. La République de Cuba, la République d'Australie, la République tchèque, 3 pays qui n'ont pas encore ouvert de représentation diplomatique en Côte d'Ivoire, mais qui nomment des ambassadeurs auprès de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ainsi que son Excellence Roberto Rodriguez Peña est le nouvel ambassadeur de la République de Cuba auprès de la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée-Conakry. Il s'est déclaré honoré d'occuper cette importante charge, car la Côte d'Ivoire, a-t-il souligné, est un grand pays. Cuba, a-t-il ajouté, a une dette de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, dette qu'elle entend honorer. Cuba est très reconnaissant à la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu notre pays quand il y a eu le blocus. C'est pour ça que Cuba apporte son soutien à la Côte d'Ivoire quand elle décide d'être membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nouveau chef de la mission diplomatique de l'Australie au Ghana et en Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, son Excellence Andrew Barnes a présenté ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara ce jeudi 4 mai au palais présidentiel. Il a félicité une nouvelle fois le leadership dont a fait montre le président de la République Alassane Ouattara à la tête de la CEDEAO et son rôle actuel au sein de toute l'Afrique. Il a souligné la coopération déjà existante entre son pays et la Côte d'Ivoire. It recognizes that Côte d'Ivoire
is a key player in ECOWAS. L'Australie est consciente du rôle important que la Côte d'Ivoire a joué au sein de la CEDEAO, mais aussi son rôle au niveau économique dans la sous-région. Donc nous soutenons la Côte d'Ivoire dans son développement économique pour que ce développement soit durable. Mais je voudrais vous faire savoir aussi que nous avons 10 sociétés australiennes au niveau du domaine minier. Avec résidence toujours à Accra, son Excellence Margita Fuchsova est le nouvel ambassadeur de la République tchèque auprès du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Elle a présenté ses lettres de créance ce jeudi 4 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Faisant état de la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le nouvel ambassadeur de la République tchèque annonce la visite dans les prochains jours à Abidjan d'une délégation officielle de son pays. Je voudrais développer nos relations au niveau commercial. Nous serons présents dans l'agriculture, dans la haute industrie, mais également dans l'éducation. Ce sont les domaines dans lesquels j'aimerais intensifier nos relations avec la Côte d'Ivoire. Donc je serai de retour en Côte d'Ivoire parce que je reviendrai avec une délégation de la République tchèque du 16 au 19 mai. Je viendrai avec le ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Défense. Nommés pour représenter leurs pays respectifs en Côte d'Ivoire, les 4 nouveaux ambassadeurs, respectivement du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque, après avoir présenté officiellement leurs lettres de créance, ont reçu les honneurs militaires dus à leur rang sur l'esplanade du palais présidentiel. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a pris part récemment à une rencontre organisée par Sopra Steria, réunissant les dirigeants de banques. Vous le voyez en image. Sopra Steria est une société française qui figure parmi les leaders dans la transformation numérique. Elle a, au cours de cette rencontre, affiché ses ambitions pour la Côte d'Ivoire, accompagner le développement et la compétitivité du pays pour relever les défis qui l'attendent. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, a lancé hier le SARA 2017. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan aura lieu du 17 au 26 novembre prochain avec des centaines d'entreprises qui vont exposer et 300 000 visiteurs attendus. Francis Boifo était au lancement pour RTI. Du rythme et du son pour lancer la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. L'événement se tiendra du 17 au 26 novembre prochain à Abidjan. Le SARA est une plateforme d'investissement direct dans le secteur agricole, d'exposition du savoir-faire agricole, de l'élevage, de la pêche et d'échange d'expériences. En 2015, il a mobilisé 600 sociétés exposantes, 18 délégations étrangères et 200 000 visiteurs, avec à la clé la signature de partenariats. 30 accords de partenariat ont été obtenus par les projets. Un accord de partenariat a été obtenu pour le recrutement de 30 diplômés de l'Institut national de la formation professionnelle agricole, en abrégé l'INFPA. Améliorer ces chiffres cette année. Les organisateurs s'attendent à 300 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. Au programme, des rencontres B2B, des conférences et débats sur plusieurs questions d'actualité du monde agricole. Selon l'Alliance globale pour les initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, sur 331 millions de personnes dans les 17 pays concernés, l'insécurité alimentaire est manifeste, avec 42 millions de personnes sous-alimentées. Également au centre des réflexions, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Ce thème est en outre en lien étroit avec la 2e génération du Programme national d'investissement agricole, PNIA 2, en préparation, et qui devra mettre l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, conformément aux objectifs assignés au gouvernement par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le Sahara, c'est avant tout un espace de promotion de la coopération Sud-Sud, ce qui justifie le choix de l'Afrique du Sud en qualité d'invité d'honneur.
Ouverture à Odiéné du Forum régional des villes intermédiaires. 16 pays du continent vont plancher pendant 48 heures sur les problématiques liées à l'urbanisation mal maîtrisée. Cette rencontre vise également à faire l'évaluation des agendas mondiaux dans le cadre des objectifs du développement durable. À terme, il s'agira pour l'Afrique d'apporter et d'adopter une position commune au sommet mondial prévu en avril 2018. Le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a ouvert les travaux ce matin à la préfecture d'Odiéné. Précisons également que prend part à ce forum africain une délégation venue du Moyen-Orient, composée de maires de la Turquie et du Liban. Ce vendredi, c'est la journée mondiale des sages-femmes. Il arrive que leurs prestations dans les hôpitaux et autres centres de santé soient souvent décriées. Pourquoi ? Préjugés ou pas, que leur reproche-t-on exactement? Les sages-femmes des maternités d'Agban, de Lokodro et d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé, elles, sont décidées à tout mettre en œuvre pour que les opinions changent. L'accueil et la qualité des prestations dans leurs établissements respectifs attirent désormais du monde. Le témoignage de notre reporter Grace Kando. C'était l'accouchement de ma fille. Il était 22h30. Donc la sage m'a dit, fais-la rentrer. Quand elle a vu, elle a dit, madame, votre fille va accoucher. Est-ce que vous avez envoyé le nécessaire de l'enfant? J'ai dit oui, j'ai envoyé tout. Elle m'a suivi, elle m'a calmé. Au bout de 10 à 15 minutes, ma fille a accouché. Elle a coupé le nombril de l'enfant, lavé l'enfant bien, arrangé ma fille. Aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, bientôt va avoir 3 ans. Voici cet enfant. Les faits se sont déroulés au centre de santé urbain communautaire d'Agban Village, dans la commune d'Atekoubé. Ici, les sages-femmes accomplissent leur mission avec dévouement. Suivi médical de la grossesse, accompagnement psychologique de la femme enceinte jusqu'à son accouchement, les sages-femmes d'Agban Village allient passion et métier. Accueillantes, disponibles, leur manière d'exercer attire du monde. En moyenne, 300 naissances enregistrées chaque mois. Ça s'est bien passé. Les sages-femmes là ici. En tout cas, c'est bien ici. Il y en a même qui accouchent, qui sont loin de Agban Village, mais qui préfèrent venir accoucher ici. La sage-femme est celle qui donne la vie. C'est avec elle, quand tu la vois, tu dois être contente, tu dois être rassurée. Les maternités de Lokodro et d'Abobo-Doumé sont aussi dans cette dynamique. La mère de ce bébé de 2,3 kg, né il y a quelques heures, raconte. Quand je suis arrivée, elles se sont occupées de moi. Elles ne m'ont pas maltraitée, j'ai accouché sans problème. Oui, j'ai fait les 2 premiers bébés, c'était pas bien comme ici. On a trouvé ça comme ça aussi. On se met dans la peau des patients. Notre première option, c'est de leur venir en aide et de sauver des vies. Donc, d'abord, qu'elles arrêtent d'avoir une idée, arrêter de nous et de nous faire d'abord confiance. C'est la confiance qui peut permettre d'établir la communication entre nous. Des témoignages qui tranchent avec ce qui est souvent reproché aux sages-femmes, mauvais accueil et manque d'attention à l'endroit des patientes. Comment restaurer alors cette image ternie de la sage-femme? Celles d'Agban Village, de Lokodro et d'Abobo-Doumé en font leur préoccupation. Mais pour réussir, elles demandent de bonnes conditions de travail. Le matériel est vieillissant. C'est du matériel qui est utilisé chaque jour. Ça fait qu'on rencontre des pannes de matériel. On a aussi un manque de personnel au niveau des agents d'hygiène. Reste que l'appel soit entendu pour permettre aux sages-femmes de continuer à exercer leur métier avec passion et amour. Comment lutter contre les grossesses en milieu scolaire? La question était au centre d'une campagne de sensibilisation menée par la Jeune Chambre internationale de San Pedro. C'était au cours d'une journée de campagne de proximité dans le cadre de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. C'était au Centre culturel de San Pedro en présence de nos reporters Sam Conan et Thérèse Tapeyoboué. De septembre 2016 à avril 2017, 183 cas de grossesse ont été enregistrés à San Pedro. Selon la direction régionale de l'éducation nationale de cette localité, l'âge des élèves enceintes varie entre 11 et 18 ans. Des enquêtes ont même permis d'identifier les auteurs. Au niveau des auteurs, nous avons entre élèves jusqu'à 56% de cas.
Nous avons aussi au niveau des artisans et aussi au niveau des planteurs, nous avons 42% d'écart. Et puis, au niveau des fonctionnaires, nous avons 2%. Une situation alarmante que prend au sérieux la jeune Chambre internationale de San Pedro qui, au-delà de cette sensibilisation, veut mener d'autres actions comme le suivi de ses élèves. On ne peut pas partir dans chaque maison pour parler aux parents. Donc c'est vers le projet que nous allons, qui invite les parents, qu'on puisse eux aussi les sensibiliser par rapport à ce phénomène. Les élèves qui ont suivi avec attention la conférence donnée par le médecin-chef du service de santé scolaire et universitaire préconisent que l'accent soit mis sur l'abstinence. Chaque année, ces conférences ont été faites. Donc, comment faire pour éviter les grossesses en milieu scolaire, mais en valorisant les jeunes filles qui pratiquent l'abstinence? Les causes de ces grossesses en milieu scolaire sont connues. Elles sont, entre autres, le manque de moyens des élèves, la méconnaissance des précautions contre les grossesses, la promiscuité. Journée carrière à l'intention des élèves des promotions 3e et terminale de Séguéla, une initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin de les orienter sur les perspectives d'embauche, les possibilités de carrière et les stratégies de mise en valeur d'un diplôme d'études supérieures sur le marché de l'emploi. Konaté Ngana depuis le lycée moderne Dominique Ouattara de Séguéla. Après une interruption de 4 ans, la journée d'orientation et d'information sur les carrières baptisée Journée carrière est dorénavant d'actualité à Séguéla. Le représentant de la ministre Kandia Kamara a justifié la tenue de la présente journée par le fait que l'orientation constitue une véritable préoccupation pour de nombreux élèves. Nous avons fait venir d'Abidjan, de Yamsokro, de Daloa, des grandes écoles qui vont vous entretenir sur les filières que vous propose. Vous posez les questions qu'il faut pour que vous puissiez être mûrs dans le choix du métier que vous allez exercer plus tard. Les élèves qui ne disposent pas de beaucoup de temps et surtout d'informations justes sur les filières ont pu découvrir les différentes formations, les corps de métiers et les opportunités d'emploi directes et indirectes que peut leur offrir le marché de l'emploi. Ils nous ont entretenus sur les différents types de facultés qu'on pouvait rencontrer. Ils nous ont expliqué comment ça se passait, comment on nous formait. C'est la médecine qui m'a plu, donc j'irai en médecine. J'aimerais être gendarme pour défendre mon pays d'abord et puis protéger les biens des personnes. Une vingtaine d'exposants, dont l'École supérieure africaine d'éthique, l'Université Jean-Laurion Guédé de Daloa, la police nationale, les eaux et forêts ont pris part à cette journée qui a donné la possibilité aux élèves de rêver le futur et de réfléchir à leur avenir. Direction Ouaninou, dans la région du Bafing. Le village de Silakoro, après avoir passé de nombreuses années dans l'obscurité, vient d'être relié au réseau électrique national. Un moment de grande joie pour les filles et les fils de la localité. Tout en célébrant l'avènement de la lumière, ils ont rendu hommage au président de la République. La correspondance d'Ève Boué. Les populations de Silakoro et villages situés à 7 km de Ouaninou dans la région du Bafing ont vécu longtemps dans le noir. Vraiment, on vivait mal. On dormait dans l'obscurité avec des lampes à mettre du pétrole dedans. Bon, vraiment, ça nous gênait. Votre portable est vissé. Le blé était déplacé par là à Gangwé pour aller changer. Quand on va faire manifestation ici, là, on est obligé de prendre Aujourd'hui, tout cela fait partie du passé. L'électricité à Silakoro, une réalité. La nuit, les enfants prennent les papiers, ils font les études au dehors, partout où ils veulent. On se promène, on fait tout ce qu'on veut, tout le monde est content. Et pour le démontrer, les fils et filles de Silakoro et du Bafing sont en fête. Ils rendent aussi un hommage bien mérité à Alassane Ouattara, artisan de ce bonheur et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Ce sont de nombreux projets d'électrification, d'addition en eau potable, de centres de santé, des écoles et j'en passe. Avec ADO, c'est la chefferie traditionnelle qui est reconnue aujourd'hui comme un maillon essentiel de la République avec l'installation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Avec ADO, c'est la Côte d'Ivoire respectée partout dans le monde
Et le parrain d'exhorter tous les fils et filles de la région du Bafing à plus d'unité et de cohésion sociale, car de nombreux défis de développement restent encore à relever. Le village de Pekaha dans la sous-préfecture de Niakaramandougou, quant à lui, connaît de nombreuses difficultés sur la voie de son essor. Accès difficile à l'eau potable, salle de classe insuffisante pour la scolarisation des enfants, mauvais état des routes pour l'écoulement de produits agricoles. Pekaha se cherche. Heureusement, le village a une mutuelle de développement qui mobilise les populations autour de plusieurs réalisations d'infrastructures communautaires de base. C'est ce que nous dit Soro Corona, notre confrère de RTI Boaké. Piste impraticable rendant du coup difficile l'évacuation des productions agricoles. 3 salles de classe pour l'école primaire construites par les villageois depuis 1987. Accès difficile à l'eau potable pour ce village peuplé de plus de 1000 habitants. Nous sommes à Pekaha, village situé à 8 km de Niakaramandougou. Ces difficultés qui mettent en mal le développement économique et social du village restent des préoccupations majeures pour la mutuelle de développement. Nous venons de terminer notre réunion et la majorité ont opté pour que notre prochain projet soit celui de la construction d'une pompe villageoise améliorée. Ça, nous souhaitons le secours de tout un chacun, en particulier l'État. Cette rencontre annuelle a permis aux cadres et parents restés au village de faire l'état des lieux du développement de leur terroir. Il a été également question de faire des propositions pour donner un coup d'accélérateur au développement de Pekaha. Le président de la mutuelle de développement a exprimé la reconnaissance des populations de Pekaha au président de la République Alassane Ouattara pour avoir électrifié leur village grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. La mutuelle de développement de Pekaha a été mise en place depuis 1982. Si la force française Barkhane poursuit son effort dans le nord du Mali, la multiplication des attaques dans la région du Gouma, à cheval entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'a conduit à lancer plusieurs opérations d'envergure ce printemps. Dernière opération, l'opération Bayard, a permis de localiser et de détruire de nuit un campement djihadiste dans une région boisée à la frontière malienne. L'état-major français précise toutefois qu'une partie des terroristes a pu s'enfuir et l'armée française cherche à exploiter les indices afin de remonter la filière. En Algérie, les élections législatives ont eu lieu hier, jeudi 4 mai. Le taux de participation vrai enjeu de ce scrutin n'a pas été annoncé le soir, contrairement aux usages habituels des autorités. À 17h, hier, la participation était de 33,53% selon les autorités. En 2012, ce chiffre avait atteint 43%. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, sachez que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, est à Abidjan depuis quelques minutes déjà pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Il a été accueilli tout à l'heure à sa descente d'avion par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme vous pouvez le voir sur ces images. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne journée de vendredi sur la chaîne Kirassa.